On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour Fred, je suis ravi de te recevoir sur le podcast de Génération Bien Commun. Bienvenue à la maison. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Très heureux d'être là, de découvrir le lieu d'une part, et puis de passer un petit peu de temps avec vous. Trop bien. Fred pour Frédéric Munier, t'es le cofondateur de Fago. On va y revenir, on va en parler un peu tout au long de ce podcast. Une belle entreprise à mission qui fait de la fair fashion. Est-ce que en 2 minutes, tu peux un peu te présenter ? Alors, je suis Frédéric Munier, j'ai 36 ans et j'ai eu la chance de monter ma boîte assez jeune, à 22 ans, avec mon associé Nicolas, qui est toujours à mes côtés. Voilà. Entre-temps, à travers cette boîte qui a grandi depuis 13 ans, 14 ans bientôt, on a aussi chacun de notre côté, et moi avec Lorraine, ma femme, construit notre petite famille et vécu notre aventure familiale. Voilà, en parallèle, et c'est 2 très 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 belles aventures, et j'espère que ce sera les 2 plus belles aventures de ma vie, spécialement la famille et ensuite évidemment la boîte. Excellent. C'est marrant parce qu'il y a 2-3 trucs qui nous rapprochent un peu. Fred, j'ai bossé avec ta femme dans les locaux de Bol fut un temps. T'habites dans la rue dans laquelle j'habitais quand j'avais 15 ans, à Nantes, et on est aujourd'hui tous les 2 nantais. Du coup, je suis d'autant plus ravi de te recevoir parce que c'est rare de voir des boîtes qui ont une envergure de la taille de Fago aujourd'hui, qui est pas choisi de s'implanter à Paris, capitale de la mode. Tu fais des sapes, tu fais des fringues. Pourquoi alors, Nantes ? Pas choisi de s'implanter à Paris. Alors déjà, c'est rigolo parce que finalement, tous les 2 nantais, mais on enregistre à Paris. Mais que fait-on ? Où va le monde ? Non. Et l'histoire de Fago, c'est qu'en fait, à 22 ans, on monte cette marque et on la monte à Paris. Et on reste presque 9 ans, 10 ans à Paris. Et pour s'inscrire au long cours dans cette aventure entrepreneuriale, dans cette marque, dans la faire vivre, la faire grandir doucement, sereinement et quand même avec un peu d'ambition, il fallait que ça puisse être en adéquation avec nos projets de vie perso. Et nos projets de vie perso, c'est aussi que nos familles aient un cadre de vie sympa. Et ayant grandi en province, bizarrement, après avoir beaucoup critiqué... T'as grandi où ? Moi, j'ai grandi à Dijon, à Lyon, à Reims. J'avais pas mal bougé, mais c'est à Dijon que j'ai gardé de nombreuses attaches. Et puis, tu parlais de tes 15 ans dans la rue où j'habite aujourd'hui. À 15 ans, on critique pas mal le modèle de ses parents. Et finalement, en y revenant, on reproduit d'une certaine manière le modèle de nos parents qui nous ont offert, sans être dans de l'ostentatoire, mais un cadre de vie favorable pour qu'on puisse se développer le mieux possible et qui fait peut-être on en arrive là aujourd'hui avec et voilà, du coup ce choix on l'a fait il y a 4 ans où en 2018 on choisit de déménager le siège social de notre marque à Nantes parce qu'il fallait un point de chute et qu'on avait une petite attirance plus pour l'océan que la montagne peut-être, mais et on connaissait pas très bien la ville, on n'avait pas d'attache familiale spécifique, mais il nous fallait une métropole pour les collaborateurs. C'était important, je pense, pour tous les collabs qu'on a voulu emmener le maximum avec nous, d'arriver à retrouver une métropole dans laquelle chacun puisse s'épanouir, trouver son propre rythme de vie. C'est quand même fort parce que du coup, t'as combien de collaborateurs au moment où vous envisagez de bouger ? Au moment où on envisage de bouger, on a 25 collaborateurs au siège. Je pense qu'on était 60 dans la boîte. Nous, on a des collaborateurs au siège et des collaborateurs dans nos boutiques. Donc, les collaborateurs dans la boutique n'étaient pas impactés par ce déménagement, mais les collaborateurs au siège étaient fortement impactés. Et derrière les collaborateurs, j'imagine, il y a des familles, il y a des couples, il y a des enfants. Ouais, et c'est assez étonnant. On raconte souvent ça, mais finalement, c'est les familles qu'on a le plus facilement emmenées. Parce que peut-être que ça fait partie des étapes de la vie où après avoir passé 10 belles années à Paris, on commence à avoir de nouveau le goût de la province, de sortir plus facilement. Nous, on aime rappeler qu'on est une marque urbaine outdoor et qu'on aime s'échapper. On reste des citadins, mais on aime s'échapper facilement dans la nature, que ça soit en forêt, au bord de la mer ou juste dans la nature. Et voilà. Et du coup, ça rejoignait aussi le spirit de la marque qu'on essaie d'incarner. Et les célibataires, on peut comprendre que ce soit plus difficile de s'intégrer dans une ville où ils connaissent pas grand monde, etc. Ouais, donc ça veut dire des choix, à la fois un choix hyper audacieux pour
pour la marque et la boîte, parce que j'imagine que il y a un moment où dans la balance, tu dis, je vais peut-être perdre des talents qui sont précieux pour la boîte, pour son développement. Il y a un moment où vous avez hésité, ou de toute façon, c'était la vision et... Heureusement, comme l'entrepreneuriat, je pense. Heureusement qu'on ne savait pas tout, sinon on l'aurait jamais fait. À la fois, c'est dur en termes humains. Tu le soulignais, on a perdu quelques collaborateurs, des collaborateurs qui, en plus, on avait voulu faire les choses bien, et puis parfois, quand on veut faire les choses bien, en prévenant 1 an à l'avance que le 30 juin 2019, nous allions déménager, etc. Et du coup, en voulant faire les choses bien, peut-être qu'on a prévenu trop tôt aussi, et que du coup, très vite, il y a eu des bousculements dans la boîte avec des gens qui partaient. Du coup, ils disaient, je peux pas m'inscrire dans le long terme, moi, je me vois pas du tout à Nantes, etc. Et à la fois, c'est le projet qu'on portait et être en adéquation avec soi-même, avec sa vie perso, c'était aussi important. Voilà. Et après, on a essayé d'accompagner le mieux possible les collaborateurs, en étant déjà très bien accueillis par la ville de Nantes, et puis en accompagnant mieux possible les collaborateurs. Tous les collaborateurs, c'était notre hantise finalement. C'était d'être sûr que ceux qui nous suivaient pas retrouvent très vite un boulot. Et ça s'est super bien passé. Et finalement, là où on a mis beaucoup de temps, c'est de prendre le temps d'accompagner les collaborateurs qui avaient décidé de venir avec nous pour que ça se passe le mieux possible pour eux, leur famille et leur environnement. Ouais, parce qu'effectivement, faut se reloger. Il y a des conjoints qui vont probablement changer de taf, changer de vie, j'ai presque envie de dire. C'est ça. Et en même temps, et je pense que c'est aussi des conseils importants de se dire, ça te défocus, c'est des périodes de ta vie qui te défocus un petit peu de ton métier, parce que tu te fais un nouveau tissu social, tu te fais un nouveau tissu de relations professionnelles, tu passes beaucoup de temps sur ce déménagement, parce que faut presque s'occuper de déménagement de 15-20 personnes différents, recruter des nouvelles équipes pour les gens qui partent, etc. Et donc tu passes beaucoup de temps, et souvent les gens nous posent la question, est-ce qu'économiquement c'est un bon choix, etc. C'est une aberration. Oui. C'est 2 ans de perdu de développement, en vrai de vrai. C'est tant que voilà. Et économiquement, c'est pas un bon coup du tout non plus. Je ne le conseille à personne, sauf si c'est pour vivre quelque chose d'intense dans sa vie qui correspond, et pas vivre en frustration, et être en adéquation entre sa vie pro, sa vie perso. Et je pense que on parle beaucoup de dissociation entre vie pro, vie perso. Pour moi, c'est vachement important d'aller trouver le sens dans son travail, d'être en adéquation avec sa vie perso, et peut-être qu'on y reviendra au long de ce podcast. Ouais, effectivement, mais je te rejoins. Pour moi, le fait d'être aligné dans tout ce qu'on est, on n'est pas un gars différent à 18h parce qu'on vient de claquer l'ordi et qu'on rentre dans sa vie perso, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression que peut-être on a de plus en plus tendance à écarter les deux mondes. Et en fait, non. Tu dois pouvoir vivre de la même manière dans ton monde pro, dans ton monde perso, être aligné et t'épanouir de la même manière. C'est pas l'un qui sert l'autre, c'est les deux se servent mutuellement, quoi. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et pour nous, c'était un choix fondamental. Ah ouais, mais je suis 100% aligné. Genre, j'ai la chance dans les différentes personnes que je reçois dans ce podcast qu'ils vivent tous cet alignement entre leurs engagements et j'allais dire leur vie familiale ou personnelle à côté. Je parle d'engagement plus que de travail parce que pour certains ça dépasse la notion du travail, et en fait on se rend compte que plus t'es aligné, plus t'es épanoui, plus t'es heureux, et qu'en fait effectivement c'est souvent quand il y a une fragilité d'un côté ou de l'autre qu'on a de plus en plus envie de dissocier les deux, parce qu'en fait il y en a un qui cannibalise l'autre, ou alors qui nous détruit, qui nous sape en tout cas le moral, et du coup on veut l'écarter quand on est de l'autre côté, quoi. Et t'as raison, je pense, de parler d'engagement, parce qu'en fait c'est ça qu'on doit produire dans le travail. En fait, c'est de l'engagement, d'arriver à faire grandir son environnement, comme on ferait grandir une famille, comme on ferait grandir des projets, etc. Et j'aime bien cette notion d'engagement, je la garde dans un coin de ma tête. Écoute, si, au service. Je récupère ton terme de faire grandir. Tu fais pousser des arbres, tu plantes des arbres. C'est l'une de tes missions, j'allais dire, très corrélée à ta boîte. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Fago pour ceux qui connaissent pas? Alors du coup, Fago, on est sur les bancs de l'école avec mon associé Nico, et on est la première entreprise de France à calculer notre bilan carbone prévisionnel. Donc avant même de monter notre BP, on avait calculé en parallèle, on calculait notre bilan carbone et notre BP, et c'était marrant. On s'est donc amusé au moment où tu envisages de faire Fago, quoi. Exactement. Dans ton business plan. Exactement. En disant, en fait, l'idée originale de Fago, c'était de faire la chaussure parfaite. 13 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Mais c'était ça, c'était de faire une chaussure vraiment qui soit ce qu'on peut appeler des modèles régénératifs, les modèles très vertueux en termes d'environnement, très
avec le prisme carbone depuis le départ. Et en fait, on est arrivé avec cette claque, c'est la première claque entrepreneuriale, c'est qu'on prend le bilan carbone et en fait, on se rend compte que les minuscules actions qu'on avait pu mener dans cette recherche de fournisseurs, etc. au départ, en fait, avait très peu d'impact et qu'on allait polluer de malade. Alors sûrement 5% moins que les concurrents à l'époque, mais on allait quand même polluer. Et en fait, c'est de cette idée tout de suite qu'on s'est dit, en fait, merde, on voulait faire une chaussure parfaite et on en est loin parce qu'en fait, même si on aimait un peu moins que le secteur, on aimait toujours beaucoup. À l'époque, je crois que c'était 12 kg de CO2 émis par paire de chaussures et on était là, mais non, c'est pas possible. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on reporte le projet et puis on retravaille la copie, soit on cherche une manière de compenser ces émissions restantes. Et du coup, on a fait ce choix-là de planter des arbres en France avec Nodé, notre partenaire depuis toujours, qui plante nos arbres en France dans la volonté de compenser les émissions de carbone restantes. Aujourd'hui, on peut le dire, on est largement excédentaire en carbone. Excellent. Et Fago, pour ceux qui n'ont pas, du coup, ça veut dire, c'est le français, c'est ça, en chinois? C'est ça. C'était littéralement de la transparence. Nos premières paires de chaussures, on les produisait en Chine. Et on voulait être dans une marque totalement transparente. Je pense que c'est un peu notre époque qui pousse à ça. Et comme on voulait avoir un engagement fort de traçabilité, etc., c'était inscrire ça en adéquation avec la marque. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est le déluge à Paris. Donc on l'entend un peu sur les vitres. Comme quoi, on parle souvent de la pluie à Nantes, mais ça fait 2 jours que je suis à Paris et 2 jours qu'il pleut. Écoute, fallait venir ici pour voir la pluie. Il fait beau à Nantes. Venez nous voir. Le 44 représente. Et donc, vous plantez des arbres. Tu m'autorises la question un peu directe de dire, est-ce que en fait, c'est pas un peu bullshit quelque part de dire, je produis, ça crée de la pollution, ça émet du CO2. Je compense à côté. Dont acte, ça passe. Comment tu passes de cet ADN? Je sais qu'aujourd'hui, vous avez en plus encore réduit l'empreinte carbone de tout ce que peut faire Fago aujourd'hui. Comment on fait pour pas être dans le bullshit entre ces deux connexions? Alors, la première étape, c'est ce fameux bilan carbone qui permet en fait d'avoir tout de suite des pistes d'amélioration. À la fois, il y a des pistes très très simples à mettre en place. Parfois, on pense pas avoir un seul frigidaire dans des bureaux, avoir ce genre de choses très vite peut avoir un petit impact. Alors ça, c'est, on va dire, ce qu'on appelle les gestes gratuits ou les free gifts. Et après, c'est de se mettre en route vers un programme de réduction carbone. Et c'est ce qu'on mène depuis 13 ans. D'arriver à réduire en permanence et plus on avance dans le temps, plus on y parvient et en plus nos partenaires sont à l'écoute. Quand on allait voir un atelier de production il y a 13 ans, c'était difficile de leur dire attends, vous avez un coton recyclé, etc. Non, on n'a pas envie, déjà vous faites des productions toutes petites, autant vous dire c'est compliqué. Et aujourd'hui le marché est de plus en plus mature et certains ateliers de production nous remercient de nous dire attends, vous nous avez mis la pâte à l'étrier, ça nous a permis d'attraper un autre client, etc. Et en fait, je pense que c'est avec des petites initiatives qu'on est entraînant. Et voilà. Et du coup, donc pour revenir sur les arbres, oui, la compensation carbone ne suffit pas toute seule, mais il faut se mettre dans une trajectoire de réduction carbone. Et soit on y arrive en arrivant à réduire à 0 les émissions carbone. Et aujourd'hui, peu de gens y arrivent. Et c'est les modèles. On a participé à la convention d'entreprise pour le climat, dont d'ailleurs je crois au bol, c'était chargé de la collecte de fonds, et c'était vachement intéressant de se dire en fait comment on va toujours plus loin dans un modèle qui à terme non seulement n'a pas plus d'impact mais même arrive à être régénératif pour la planète, arrive à réparer les quelques problèmes climatiques pour la partie climatique que l'on connaît le mieux, que l'on fait. Donc oui, la compensation carbone des arbres ne suffit pas à elle seule, mais par contre, on a toujours, et même 13 ans plus tard, on a toujours en moyenne 6 kilos d'émissions de CO2 par produit vendu. Et bien du coup, ces émissions de CO2, on a beau utiliser 80% de nos collections sont faites à partir de matériaux recyclés, et il faut qu'on arrive à aller encore plus loin, toujours plus loin dans cette réduction. Elle est toujours pas finie 13 ans plus tard, et c'est chouette parce qu'on progresse de jour en jour, et que plus le temps passe, plus on s'oblige à reverser 1% de notre marge chaque année, à aller réduire cet impact carbone. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup chez Fago, c'est ce ROI carbone. Alors, avec ce symbole de l'arbre, etc., qui continue de compenser nos émissions de CO2, évidemment, mais aussi avec ce ROI, c'est-à-dire si j'ai que 1 euro à dépenser, où je le mets pour qu'on réduise le maximum l'impact de nos produits en termes de CO2, avec une valeur unique qui peut paraître, pour les plus connaisseurs, un peu restrictive, mais on doit être les experts, on doit être un peu des éclaireurs à notre échelle, encore une fois, très humblement, mais des éclaireurs sur le marché, sur cette verticale qu'est le carbone. Il y a beaucoup d'autres combats qui peuvent être menés, et tant mieux. Et je pense qu'il y a
malheureusement beaucoup de combats à mener en même temps. Et nous, là où on peut être les plus éclaireurs, c'est sur cette dimension carbone. Donc, réduire notre impact carbone. Et nous, dans notre écosystème, l'impact le plus gros morceau carbone, c'est 75% de nos émissions de CO2, c'est les matières premières. Et donc, c'est là-dessus qu'on a le meilleur ROI carbone. Quand on a 1 euro de plus à dépenser par produit, et ben c'est sur ces matières recyclées que l'on peut réduire le maximum nos émissions de CO2. Ça veut dire qu'à terme, chez Fago, il y a un objectif d'atteindre les 100% de départ de produits en matière recyclée? Alors, on dit plus à terme maintenant. Non, ça arrive très prochainement. Ça, on était en. Ouais, donc ça fait maintenant c'est l'horizon quoi. C'est vraiment, ouais, et c'est presque. Oui, c'est l'horizon, c'est acquis. C'est acquis, c'est une question de temps. Après, on a une deuxième problématique, c'est dans le recyclé, on n'utilise pas que du recyclé pur. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la fibre de coton que les gens connaissent régulièrement, en fait, pour faire du recyclé, du coton, donc un coton, un molleton, un t-shirt, par exemple, on est obligé d'utiliser de la fibre vierge plus de la fibre recyclée. Et nous, les 80% de nos collections, quand on dit 80% de nos collections, c'est qu'ils contiennent au moins 30% de matière recyclée. Voilà. Et c'est ça qui est important, et c'est d'aller encore plus loin dans ce 30%, en plus des 100% qu'on atteindra de manière certaine, à horizon, je pense, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est d'aller augmenter ce 30% de matière recyclée, exactement, de la matière recyclée choisie. Exactement, de chaque fibre, de chaque, voilà. Et ça, c'est chouette aussi parce que, clairement, c'est pas nous qui bougeons tout seul le secteur. C'est, on sent qu'il y a un effet boule de neige qui est en train d'arriver, et moi, j'ai toujours envie de le regarder. Certains regardent l'environnement comme avec négativité, et ça peut être anxiogène, etc. Moi, j'ai envie de le regarder avec positivité. J'ai l'impression que la boule de neige, elle grossit, elle embarque tout le monde, quoi. Et de plus en plus, et j'ai toujours plutôt envie d'admirer, même chez mes gros concurrents les plus pollueurs, j'ai toujours envie d'admirer les belles initiatives plutôt que de critiquer les 99% de leur production qui, en effet, pour l'instant, n'est pas respectueuse de l'environnement. Mais s'y mettre le pied avec 1%, etc., et ça peut aller encore toujours plus loin. Ouais, j'admire ton positif parce qu'effectivement aujourd'hui avec la fast fashion, donc toutes ces fringues à bas coût, de faible qualité, très très loin de standards recyclés, consommant en plus du coup beaucoup plus d'emballage, que ce soit plastique, carton, etc. Il y a quand même des enjeux qui sont colossaux sur le marché sur lequel tu es aujourd'hui. Ils sont colossaux à 2 niveaux. Un, chez côté consommateur, on consomme beaucoup trop. Le marché est 2,5, mais on a eu les nouveaux chiffres à 2,5 milliards de vêtements vendus en France chaque année. C'est démentiel. Il faut qu'on arrive à moins consommer. Il n'y a pas à retordre, malheureusement, et ça sera peut-être un point négatif, mais malheureusement, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. La question, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à augmenter la part de fair fashion versus la fast fashion, pour que on prenne de plus en plus. Tu peux préciser pour ceux qui n'ont pas la différence en tête? Alors la fast fashion, ça va être pousser à la consommation rapide, vous provoquer des envies d'achat impulsives, vous attirer avec de la promotion en permanence, vous faire revenir dans le magasin 1 semaine plus tard parce qu'il faut que vous rachetiez, Et le principe de la fast fashion, c'est avoir des collections encore plus rapides, donc des collections toutes les semaines, pour que vous ayez toujours une nouvelle tentation d'achat toutes les semaines. Voilà. Et aujourd'hui, il y a peut-être c'est pour ça qu'on dit notre mission d'entreprise, c'est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique. Et c'est important de se engager parce qu'en fait, tous les parties prenantes, tout à l'heure, on parlait des ateliers de production et de dire comment on les engage, on les accompagne. On n'aime pas du tout le terme éduquer, mais petit à petit, on les sensibilise à avoir de plus en plus de matières recyclées, mais aussi les consommateurs à consommer moins et un peu peut-être mieux pour que ce marché de la fair fashion émerge de plus en plus. Il émerge. Je pense que Fago ne sera qu'une petite goutte d'eau dans ce marché-là, mais c'est important. Et en tout cas, nous, à notre échelle, on essaie d'accompagner, d'engager nos consommateurs, nos équipes, nos parties prenantes, l'ensemble de nos parties prenantes dans cette mission. Tu le sens aujourd'hui, du coup, les gens qui viennent candidater, qui arrivent dans tes équipes, ils viennent chez Fago parce qu'ils ont cette sensibilité-là, parce qu'ils aiment que vous ayez cette sensibilité-là? Ah, c'est certain. J'en suis convaincu. Et même maintenant, on fait attention qu'ils ne soient pas déjà convaincus. Parce qu'on parlait d'engager nos équipes. En fait, engager les gens, c'est pas prendre déjà des convaincus et puis leur dire, regarde, on est dans le même bateau. C'est aussi d'engager des gens peut-être moins convaincus, experts d'une fonction de supply chain, de retail, etc. Et arriver
à les embarquer avec nous dans notre mission, dans notre quête, d'aller de l'avant, d'être en permanence en progrès, hein, parce que parfois on pourrait croire qu'on est parfait. On est loin d'être parfait, en fait. Il faut juste, on est dans une quête de progression, et c'est ça qui est vachement important pour nous. Et pour toi, qu'est-ce qui va pousser demain à... On parlait de surconsommation. Si je suis un peu direct, si demain on consomme moins, pour toi, ça veut dire moins de profit pour Fago, peut-être moins de croissance, parce que les gens vont acheter moins régulièrement. Alors peut-être un peu plus cher parce que de meilleure qualité, etc. Mais si ma chemise, au lieu de tenir 1 an, elle doit en tenir 5, il y a un moment quand même, tu pourras pas me faire payer 5 fois le prix de la chemise. Comment est-ce que tu arrives à gérer cet ADN en tant qu'entrepreneur de l'engagement environnemental et d'une notion de profit à côté? C'est ça qui est génial, c'est qu'on est en train de réinventer nos modèles économiques. C'est-à-dire que vous achetez un vêtement chez Fago, et en fait, on va vous proposer un atelier de réparation dans nos boutiques. C'est bête, mais en fait, avant, alors, en l'occurrence, chez Fago, c'est gratuit pour les produits Fago, mais ça vous enquiquinait peut-être d'aller faire un tour chez la personne qui pouvait vous le réparer, et comme ça, on peut allonger la durée de vie. C'est aussi des habitudes d'entretien, des habitudes de pouvoir les réparer, de pouvoir... Un des gros mantras de la mode aujourd'hui, c'est de dire, on a 3/4 de notre vestiaire qui dort dans nos placards, et de se dire, comment ce vestiaire-là, on arrive, et c'est ce qu'on fait chez Fago, à le mettre en seconde main, à le re-rendre disponible, parce que au-delà de l'usure, il y a aussi la désuétude, et de rendre aussi, donc la seconde main, une grosse brique, hein, pour nous, donc achat et revente de seconde main, on est, je pense, la seule chaîne en France à avoir 45 points de vente, et 45 points de vente avec de la seconde main disponible. On n'en parle pas assez. J'ai une sape Fago, je vais la changer, je vous la refile, vous la revendez derrière. Exactement. J'imagine que tu me files un bon de commande ou un truc qui permet de racheter chez toi. Exactement. Et pour nous, c'est vachement important. On insiste vachement sur ce truc-là de plus en plus maintenant c'est de se dire, c'est 1,5% de notre chiffre d'affaires, et c'est aussi 1,5% de notre marge. Donc, si demain, on devait complètement pivoter et passer sur ce modèle économique-là, ça serait possible. Et c'est là où on n'est plus dans le bullshit dont tu pouvais parler tout à l'heure sur les émissions de CO2. C'est que c'est un modèle qui peut être viable. Et ça, là où la réparation l'est pas encore, il faudrait que petit à petit, le consommateur soit de plus en plus prêt à payer, etc., ces réparations. Mais ça, c'est trop chouette de se dire, attends, je suis en train d'essayer de tracer une nouvelle route qui n'est pas, on a fait un POC sur un magasin avec les budgets marketing, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Et d'arriver à l'internaliser et de se dire, en fait, si demain ça devient 50%, c'est pas un problème, c'est génial. C'est génial pour nos consommateurs, c'est génial pour la planète, et voilà. Et ça, c'est assez réjouissant. Et c'est ça les vertus peut-être des modèles économiques que l'on aura à créer. Et je parle de la fashion, mais ça peut être dans plein de secteurs économiques différents. D'avoir à se réinventer. Je parlais l'autre jour avec un gars qui faisait de la palette et qui se dit, en fait, maintenant, au lieu de faire de la palette perdue, ça existait déjà, mais en fait, je vais faire des collectes, je vais faire de la réparation de palettes, je vais monétiser mon service, je vais essayer de le scaler pour qu'en fait, les palettes, j'arrive à les utiliser beaucoup plus longtemps que, voilà. Et tout ça, moi, ça me passionne, ces nouveaux modèles qui vont faire, selon moi, progresser les choses. Voilà. Et j'espère que j'en parlerai avec passion, en tout cas. Il y a aucun doute. J'étais en train de penser pendant que tu disais ça. J'ai enregistré là il y a quelques temps avec Bertrand Jansberger qui ouvre un projet qui s'appelle Mur. Je vous invite à écouter le podcast il sera peut-être sorti avant ou après, mais en tout cas, foncez voir. Mais un peu du coup sur cette thématique, et il a cette fameuse règle qui me donnait un peu des 3P, People, Planet, Profit. C'est vraiment ce que je retrouve dans ce que tu dis là, en fait. Et je pense qu'en fait, ce sera les 3 règles que l'on devra inscrire de plus en plus dans nos entreprises. Et on est entreprise à mission, et c'est ce qu'on met de plus en plus. Après, moi, je dis, et c'est ce que je défends beaucoup dans les différents comités d'entreprise à mission dans lesquels j'ai l'opportunité de participer, c'est de dire qu'il faut être focus sur un truc pour faire avancer la société. Dans le cas de Fago, c'est le carbone. Ça veut pas dire qu'on s'en fiche du reste. Ça veut dire qu'on est peut-être plus suiveur sur le reste. On essaie d'être en avance, mais pas, on peut pas être leader dans tous les domaines. C'est un peu comme si un marchand de pneus vendait aussi des skis. Vous comprendrez quoi. Il y aurait une incohérence. Il peut pas être expert dans les deux. Et du coup, il devrait diviser sa recherche et développement dans les 2 domaines, etc. Donc, c'est important d'être expert dans un domaine bien précis. Et du coup, ce profit, planète et people, peut-être qu'il faut quand même se donner un axe sur lequel on doit exceller.
C'est ça que je souhaite apporter en précision. Et évidemment, les 3 facteurs sont vachement importants. Et c'est important aussi, et je le souligne, on est une entreprise, on est une marque. Il faut qu'on puisse se développer. Pour ça, il faut qu'on ait une chaîne de valeur vertueuse, économiquement parlant aussi. Et donc, c'est important de le ressouligner. Et que les gens chez nous, mais aussi chez nos partenaires, nos ateliers de production, et voilà, chacun s'y retrouve en termes de bonheur. Et on a un gros travail. On parlait tout à l'heure d'engagement dans le travail, de refaire adhérer les gens dans nos entreprises, dans nos sociétés, pour que ils participent foncièrement, ils comprennent le sens de leurs actions. Et je pense qu'on a perdu quand même notre mondialisation, et peut-être les épisodes Covid nous l'ont rappelé, qu'on a perdu peut-être un petit peu des maillons, on comprend plus très bien ce qu'on fait, quoi. Et qu'en plus, on est un château de cartes, quoi, comme on a peut-être spécialisé. Du coup, je trouve ça chouette dans une entreprise comme la mienne, même quand elle grandit, comment j'entretiens ce sens de le bénéfice, quoi, l'action que tu vas mener va apporter un bénéfice environnemental ou économique pour la société, et tu auras un impact pour la société dans son sens propre de entreprise et dans son sens large de société. Et du coup, tu me disais, donc Fago, vous êtes entreprise à mission aujourd'hui. Comment est-ce que tout ce que toi tu transparais là, mais aussi en tant que le leader de la boîte, donc tu portes aussi la vision, comment tu descends ça au niveau de tes collaborateurs? Est-ce que vous faites un peu de formation, un peu de sensibilisation, un peu d'initiation? Tu me disais aussi que tu essaies de toper des profils qui sont pas forcément 100% convaincus quand ils arrivent. Comment tu les fais grandir? Comment tu les accompagnes là-dedans? C'est marrant parce que on a été une des premières entreprises quand on a été la première entreprise de faire de fashion à être entreprise à mission, et on s'est dit en fait nous on l'était déjà. On avait déjà ce sens du carbone, un truc bien précis, les piliers, on les avait déjà identifiés, etc. Mais peut-être qu'en fait, on le portait que nous. Et le fait de l'avoir inscrit dans les statuts, de l'avoir porté, de l'avoir... Quand tu dis que nous, c'est... Que nous, toi, mon Nicolas, associé, moi, pardon. Et oui, et peut-être mon codir, et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est de l'avoir formalisé. Et parfois, ça revient à ça, d'avoir formalisé, d'avoir mis sur la table. Et en fait, ça nous a vachement éclairé. Et en fait, ça nous a vachement permis de descendre cette mission, et qu'aujourd'hui, cette mission, elle est autant portée par mon alternant dans la boutique de Montpellier qu'elle est portée par moi. Et on a trouvé quelques tips. Déjà, c'est de la formaliser. Et de la formaliser de manière précise. Je m'explique. Je parlais de spécificité. Si vous dites, nous, c'est d'être bienveillant. En fait, comment tu es bienveillant quand tu es alternant dans la boutique de Montpellier? C'est difficile, quoi. Ou c'est difficilement perceptible de mon action que je peux mener. Et surtout quand il y a 5 valeurs aussi larges, bienveillant, responsable, pour le monde du futur, et voilà les différentes valeurs qu'on peut retrouver dans pas mal de grands groupes. J'avais fait un jeu une fois où on avait essayé d'inverser, et les gens devaient essayer de retrouver en participant eux-mêmes aux entreprises, et ils confondaient, quoi. Et donc c'est important de formaliser. Donc ça, c'est le premier point. La formalisation nous a fait un bien fou. En fait, on s'était dit on va dans l'entreprise d'émission parce que c'est naturel, on l'est déjà, c'est facile, ça changera rien, etc. Et le fait de l'avoir formalisé, ça a aidé toutes nos équipes à le vivre de manière beaucoup plus précise au quotidien. Et un deuxième truc qu'on a mis en place et qu'on trouve vraiment formidable, c'est de donner une mission, dans la mission, de donner un engagement, chacun, dans ses évaluations annuelles, un engagement de mission. Donc, c'est-à-dire qu'il doit, à sa hauteur, réaliser quelque chose pour aller dans cette direction de réduction carbone. C'est-à-dire que dans les fiches de poste, t'as un élément qui est... Alors, pas dans les fiches de poste, dans les entretiens annuels, en l'occurrence, parce que chaque année, il faut le table rase. Tu le renouvelles. Exactement. Et qu'on commence, sur lequel on commence et ça, c'est trop chouette, là, on commence à monter de plus en plus en exigence. Avant, ça pouvait être... T'as un exemple pour rendre le tu vois, avant, ça pouvait être, moi, je m'engage à faire un repas végé par semaine, etc. Ouais. Et là, on veut le rendre, on le rend obligatoire lié à ton métier. Donc, c'est pas lié à ta vie perso. C'est pas, chez moi, je vais trier les poubelles. C'est très bien, il faut le faire, il y a pas de sujet. Mais en fait, c'est dans la vie pro, comment tu vas améliorer l'entreprise dans laquelle t'es, la marque dans laquelle t'es, pour que, en fait, toi, quel que soit ton niveau dans l'entreprise, que ça soit du DG, des cofondateurs, à la responsable du style, à l'alternant de Montpellier, pour reprendre cet exemple, chacun a
un engagement qu'il travaille avec son manager, comme il aura un KPI, toi, faut que tu progresses sur, je sais pas, une dimension, on va dire, de travail. En fait, comme ça fait partie intégrante de ton travail, tu as un engagement mission. Donc, il y en a un, ça va être d'aller Montpellier, je sais plus, mais ça peut être, par exemple, dans les boutiques, on a des super initiatives de collecte supplémentaire, de s'engager à faire 360 kilos de collecte de vêtements et d'en parler à chaque client. Au moins une fois par jour à un client, d'en parler, de dire attends, en fait, tu sais que tu peux ramener les vêtements, que nous on est capable de les recycler chez nous. Comment tu fais ça pour ta DAF ou ton responsable com? Petite pensée pour Romain d'ailleurs au passage. Mais... Alors ma DAF, c'est génial ce qu'elle a là, ça me passionne. On parlait tout à l'heure de ROI carbone et c'est d'arriver à nous faire une calculette. La DAF cette année, c'est d'arriver à nous faire une calculette carbone. Dire je viens à Paris. Je me suis donné, je sais pas, 1000 € de budget pour venir à Paris pendant 2 jours, etc. Et de me dire en même temps, je me donne un budget carbone et je vais savoir qu'un hôtel, dans la métrique Fago, un hôtel, c'est, j'en sais rien aujourd'hui combien c'est, mais en fait, on a des labels. Ouais, c'est X et c'est X et du coup, en fait, je sais que non seulement j'ai fait 1000 € de frais, mais en plus, j'ai fait 100 kilos de CO2 parce que j'ai pris le train, etc., etc., etc. Et du coup, je me suis aussi donné un budget et de travailler du coup en perspective de budget carbone. Aujourd'hui, avec les bilans carbone, on travaille un peu dans le rétroviseur et c'est de se dire, en fait, chaque action que je mène, et dans les entreprises, on le fait beaucoup avec des budgets, et chaque action que je mène, je vais anticiper une dépense carbone en me disant, attends. Et du donc coup, potentiellement demain, avec tu dis, en fait, je vais pas pouvoir le faire parce que là, le bilan carbone si je vais là-bas, en fait, il est trop élevé. On a les finances pour y aller, mais je vais pas aller à Paris cette semaine, quoi. Exactement. C'est-à-dire de prendre le double prisme comme on le demande à nos consommateurs aujourd'hui. On a le double étiquetage carbone sur tous nos produits. Si vous allez sur notre site ou en boutique, vous allez trouver l'étiquetage carbone. Donc, vous hésitez entre un pull jaune et un pull vert. Eh ben, vous allez pouvoir vous dire, OK, en fait, j'ai plusieurs prismes. J'ai le style. 2, j'ai le prix. Parce que c'est peut-être un pull à 120 et un 100 €. Et le troisième prisme, ça va te dire, attends, il y a un pull qui pollue plus que l'autre. Et du coup, ça va aider aux facteurs. Et donc, nous aussi, on se l'applique à nous-mêmes. Et donc, ça, c'est l'engagement de Madaf, par exemple, sur sa mission carbone, d'arriver à nous sortir une calculette qui fasse que très vite, de manière simpliste, c'est pas. Oui, t'es un ordre de grandeur. C'est exactement. Mais... C'est se dire un billet de train, que ce soit TGV, peut-être qu'on fera pas de différenciation aujourd'hui entre un TGV, un TER, et j'en passe. Mais de se dire très vite, je transforme mes frais tu sensibilises. Et que dans chaque note de frais, demain, il y aura le calcul carbone qui se fera en automatique et de se dire, putain, merde, ce déplacement, finalement, il m'a coûté cher, quoi. Parce qu'en fait, j'ai juste fait un aller-retour sur la journée, donc j'ai pas pris l'hôtel, mais je suis allé à Milan pour un salon. Fais gaffe, parce que ta DAF, elle va se barrer, elle va créer le canto de la calculette carbone, de la note de frais carbone, dans 5 ans. Déjà, pourquoi pas. Et ça serait un pas génial. D'abord, tu le mets en place chez nous, Chloé. Merci Chloé, c'est important. Après, on l'utilisera aussi chez nous avec la nuit du bien commun. Non, je trouve ça magnifique en tout cas. Bravo, parce que c'est impressionnant tu vois, j'avais pas du tout vu dans les recherches et tout que j'avais fait sur Fago le fait que ça descendait autant en interne. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, on est très très loin de un peu la question provoque que je te faisais tout à l'heure avec l'action, comment on fait en sorte que ce soit pas bullshit et tout. Et là, je trouve que c'est vraiment fort. Dans les engagements forts aussi. Et pour aller encore plus fort, c'est que du coup, parfois, on est aussi, et ça, je trouve ça génial, c'est qu'on commence à être titillé par en bas. Là où avant, c'était le DG les fondateurs qui impulsaient des initiatives. Là, les initiatives, elles viennent d'en bas. Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est une petite réussite, encore une fois très humblement, mais de se dire qu'il y a des initiatives qui peuvent du coup venir d'en bas et qui viennent nous-mêmes nous bousculer en disant, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce salon à Milan? Quand ton responsable export te dit ça, tu te dis, waouh, pas bête en fait. C'est vrai qu'on le fait par automatisme parce que c'est un salon important pour nous depuis longtemps, mais en fait, peut-être qu'il y a un autre moyen. Et voilà. Et là, on commence à avoir réussi, je trouve un beau pari de se dire, c'est eux qui nous engagent et c'est plus nous qui les engageons. Ouais, non mais bluffant, ouais, bravo. C'est assez impressionnant à voir. Il y a pas longtemps dans la phase aussi des gros engagements, vous avez racheté votre boîte avec Nicolas. Vous aviez un gros actionnaire, je sais pas si tu veux le citer ou pas, mais je te cible là-dessus. Donc vous avez racheté vos boîtes. Est-ce que ça va aussi dans cet ADN d'entreprise à mission d'être de plus en plus responsable aussi du coup de vos choix, de vos orientations par rapport à ça? Est-ce que c'est la notion, j'allais dire, d'expansion aussi de Fago qui vous permet ça? Et c'est quoi en gros un peu les enjeux pour vous derrière?
Alors, ouais, on a été accompagné pendant plus de 10 ans avec un partenaire industriel qui s'appelle le groupe Eram, qui nous a vachement bien accompagné, vachement pris en main, un peu comme un mentor, voilà, qui nous a permis de passer de 1,5 million d'euros, je crois, à 21 millions d'euros 10 ans plus tard. Et ça, c'est super bien passé. Et en fait, je pense que dans le prime de l'entrepreneur, on a toujours envie de nouveautés, on a toujours envie de nouveaux challenges, etc. Et que là, on avait une fenêtre de tir pour se dire, pourquoi pas reprendre une forme d'indépendance, de se dire, comment on peut faire plus participer nos collaborateurs à l'aventure, comment on peut, et voilà. Et du coup, par ce biais-là, on a eu cette opportunité qu'on a saisie et on s'est dit, ouais, allons-y, allons dans l'aventure. Ça y est, on a un peu grandi grâce à eux. Ils nous ont aidés, ils nous ont appris les fondamentaux du métier. Maintenant, prenons notre envol, un peu comme et c'est pour ça que j'aime bien le terme de mentor, mais un peu comme un enfant qui traîne le nid familial. Et voilà. Et c'est aussi un groupe familial, ce groupe qui nous a accompagnés. Et on a retrouvé plein de belles valeurs dans ce groupe familial et qui nous ont relativement plu. Je parlais de libre arbitrage de tous ces choix, et ça plaît énormément. Et en fait, de l'avoir vécu, en fait, ça donne envie de le reproduire. On parlait tout à l'heure des modèles parentaux qu'on reproduit en allant parfois s'installer dans un cadre de vie conforme comme nos parents faisaient. Et peut-être qu'en fait, c'est un peu par mimétisme d'avoir observé ce beau groupe familial qu'on a envie de cette éclaircie et de nous-mêmes prendre notre envol de groupe familial, entre guillemets, en tout cas entre associés et très indépendants. Et parce que du coup, pour toi, Fago, dans 20 ans, c'est quoi ? C'est toujours une très bonne question. Je pense que c'est compliqué d'y répondre de manière transparente. La vie est faite de plein de rebondissements et c'est ça qui est chouette dans les aventures entrepreneuriales. Pour l'instant, on apprend, on s'amuse, on a du sens. Et ça, c'est fondamental. On fait grandir nos équipes. On a finalement, dans notre aventure, eu une croissance à la fois lente, mais à la fois régulière. Certaines marques sont sûrement allées beaucoup plus vite que nous par des à-coups, puis on fait des redescentes et des remontées, etc. Nous, c'était assez linéaire. Et du coup, on a toujours pu faire évoluer notre métier au fil de l'eau. Passer de 0 à 160 collaborateurs, en fait, on a pu digérer chaque étape pour les faire le mieux possible par rapport à ce que l'on était capable de faire. Je suis toujours admiratif des gars qui passent de 0 à 400 collaborateurs en 2 ans. Je sais pas comment ils font pour faire le moins d'impair possible. Et du coup, cette croissance linéaire nous a permis d'avoir une forme de stabilité, de toujours apprendre dans notre métier. Donc, dans 20 ans, si on continue comme ça, peut-être que je serai toujours très content de développer, de voir qu'il y a encore des perspectives, de voir qu'on est encore utile. En tant qu'entrepreneur aussi, parfois, on peut être dépassé, on peut être plus à sa place, mieux comprendre, et je pense que c'est un long parcours personnel, de mieux comprendre sur lequel les points qui nous font plaisir, les points sur lesquels on apporte aux autres, les points sur lesquels on a une vraie valeur ajoutée, et les points qui font aussi un équilibre de vie personnelle. Je vois des grands DG de marques internationales qui font le tour du monde 3 fois dans l'année. Est-ce que c'est mon désir de vie ? Je ne sais pas. Je crois pas, en tout cas. Je crois que ça, je peux y répondre. Je crois pas. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra que je passe la main. Est-ce que c'est passer la main capitalistiquement et en termes de fonction? Parce qu'il y a deux prises deux volets en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je suis très heureux. Je pense que il y a largement de quoi aller de l'avant encore. Et peut-être qu'un jour, il faudra que je me repose la question. Et je pense que le rôle de l'entrepreneur, c'est de se reposer les questions fondamentales, à la fois pour la stratégie de sa marque et à la fois pour la stratégie de sa vie, régulièrement. Les mêmes questions. Intéressant. Et justement, en termes de questions, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont fait du tri de vêtements, ouais. Qui ont éjecté. On a vu notamment des centres de tri de vêtements recyclés totalement débordés par les quantités, par les monceaux de vêtements et tout qui arrivaient. Tu parlais de faire de la seconde main. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réflexion chez Fago aussi en termes de quantité de production par rapport à ce que vous vendez ou par rapport à aux chiffres aussi que vous voulez faire, au nombre de clients que vous avez ? En production pure, non. Après, on est sensible, comme on le disait, à tout ce qu'on peut faire autour du produit. C'est-à-dire comment on peut donner une seconde vie, comment on peut faire des réparations, etc. Aujourd'hui, on a quand même un marché de 2,5 milliards qu'il faut, selon notre vision, réduire à 1,2 milliard. Et que dans ce... Plus de 50%. Ouais, au bas mot. Si on pouvait faire plus, ce serait bien. Et par contre, dans ces 1,2 milliards, il faut que la fair fashion émerge de plus en plus. Et c'est ça notre vision. Et du coup, il faut quand même prendre des parts de marché. On peut pas être Pas être le bisounours. Exactement. Et non, nous, on veut plus grandir, on veut plus. Non. Et en plus, 1, c'est important pour les hommes de nos équipes, de les emmener dans une dynamique. 2, c'est important pour le marché, d'arriver à montrer que nos modèles, ils arrivent à grandir, que c'est pas juste des modèles de niche,
Je pense que c'est la même chose dans l'associatif. Hein. C'est important d'arriver à montrer qu'une association, elle n'est pas juste à petite échelle portée par 2 personnes, mais qu'elle arrive à se scaler. Hein, ce qu'on peut dire dans l'associatif aussi, je pense. Et c'est vachement important de le rappeler, parce qu'en fait, c'est ça qui fait du coup les plus beaux modèles associatifs, c'est les modèles qui ont réussi à scaler à grande échelle et du coup à passer de l'action individuelle à l'action collective. Voilà, donc c'est important de le montrer. Et voilà, et donc non, on n'a pas. Je suis convaincu. Voilà, on se met pas de limite de développement, sauf quand on aura pris 99% du marché, et que là il faudra s'arrêter à 1 milliard. Ça sera là, tout le monde sera habillé en fagot. Aujourd'hui, tu produis à peu près quoi en termes de quantité de vêtements? On produit 500 000 vêtements et chaussures par an. C'est quoi la part vêtements, la part chaussures à peu près? Nous, on fait 50% de vêtements, 35% de chaussures et 15% de bagagerie et accessoires. Et donc, sac à dos, sac à main... C'est ça, ceinture... Casquette. Casquette. Je t'ai vu arriver avec. Trop bien. Donc, c'est assez impressionnant quand même, je trouve, toute cette ADN. Toi, ça te fait vibrer, ça se sent, et je pense que nos chers auditeurs l'entendent. Moi, je le vois, en tout cas, de mes yeux en t'ayant en face de moi. Est-ce que à côté, tu arrives à dégager aussi du temps pour tes engagements perso, ou est-ce que l'engagement est déjà tellement fort dans ta boîte que en fait ça consomme aussi, quoi? En termes d'énergie, pour le coup, c'est pas du carbone, mais... Ouais, non, si, et c'est important dans l'équilibre. Alors tout à l'heure, je vais peut-être me contredire, mais c'est important dans l'équilibre d'avoir aussi du temps en dehors, et encore une fois, c'est aussi du temps qui fait mûrir, qui permet, on dit beaucoup, des gens ont besoin de s'oxygéner. Ça peut être du temps en dehors de sa propre boîte et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller faire un stage dans une boîte, ce que j'aime beaucoup faire. Tu vois, une fois tous les 3 mois, j'essaie d'aller passer une après-midi dans une boîte, de faire le tour de service, comprendre, etc., pour se remettre en question soi-même, la fameuse, et pas se dire, attends, moi j'ai le modèle de vérité, ça fonctionne comme ça, et voilà. Et donc ça, j'adore le faire. C'est important d'aller aussi se ressourcer auprès de d'autres modèles économiques, d'aller se ressourcer auprès de communautés comme la Convention des entreprises pour le climat, qui permet de se dire, attends, comment je réfléchis, comment je me fais moi-même un peu chambouler, tu vois, parce que comme je vais sûrement pas assez loin dans certains prérogatives. Et puis c'est important aussi d'avoir un temps plus perso, où je le disais tout à l'heure, mais je suis papa de 4 enfants, d'arriver à prendre le temps de leur apprendre la vie, c'est un grand mot, mais en tout cas de leur faire découvrir la vie par rapport à mon prisme. À date, c'est par rapport à mon prisme, après ils verront. Mais non, par rapport à mon prisme, et de leur faire découvrir ce que je souhaite au travers d'aventures, au travers du regard. Moi, je pense que je travaille beaucoup sur la simplicité avec mes enfants, de leur dire comment sortir. Et je pense que ça rejoint un peu un combat qu'on mène chez Fago aussi, c'est sortir de ce côté consumérisme pour construire sa propre vie, un peu construire ses propres aventures et pas acheter une sensation, mais construire sa sensation. Et pour construire sa sensation, je prends toujours cette image du sommet en montagne. En fait, on pourrait se faire déposer en hélico en haut de la montagne. On n'aurait pas la même sensation que si on l'avait construit nous-mêmes et qu'on avait fait la première nuit en bivouac au milieu de la montagne, et qu'il avait fait un peu froid et qu'on n'avait pas bien dormi, et qu'après ça avait été dur la montée, et que en fait pour voir le lever du soleil, on s'était levé super tôt, etc. Et ben en fait, quand on est en haut de la montagne, en fait, c'est pas du tout la même émotion qu'on a, c'est pas du tout la même sensation. Ouais, la beauté d'un paysage, c'est avant tout aussi le chemin pour y parvenir. Ouais, j'ai même envie de dire la souffrance. Tu disais un peu la douleur du bivouac, que j'ai pas bien dormi, je suis un peu fatigué et tout. Je pense qu'il y a une notion aussi dans l'effort qui est proche de la souffrance. Je dis pas d'être sadomaso, c'est pas du tout ça le sujet, mais il y a un mérite à aller chercher certaines choses dans la vie, et quand on produit cet effort, la récompense, l'arrivée en est d'autant plus chouette. Et moi qui suis pas du tout un runner, quand je vois toutes les personnes qui font du running, en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher, quoi. C'est quand même l'activité par donc le running, la course à pied. Je trouve ça magique, parce que c'est quand même un sport assez bête, quoi, assez bête, c'est péjoratif, mais assez basique en fait. Ça demande pas ça devrait rien demander. Et en fait, il y a une satisfaction à avoir réussi son 3 km, son 5 km, son 20, et je trouve ça dingue de voir autant de gens finalement se satisfaire en produisant de l'effort. Et à la fin, il y a une vraie satisfaction. Et ça, je trouve ça... Ton corps se sent bien. Je passe tous les éléments d'hormones et tout que ça libère de faire du sport. Mais effectivement, on se sent bien, alors qu'en fait, parfois, on a bavé, quoi. Ouais. Et ça, c'est waouh.
Et donc, je pense qu'on peut le retrouver. Et c'est ça que, en tout cas, je tente de transmettre à mes enfants, à ma famille, c'est d'arriver à construire ces moments-là et à pas les consommer comme peut-être je peux regretter que notre société nous pousse à, et de la même manière sur la fashion. Et bien, je saisis un peu la transition au vol, et c'est un peu mon mot de la fin, mais t'arrives un peu à sensibiliser tes enfants justement sur la consommation de vêtements et tout. On sait que l'école, c'est un peu le lieu du comparatif de machin, il a ça, je veux les dernières chaussettes pas de patrouille, je pense à mon fils qui me demande ça en ce moment. T'arrives à les sensibiliser un peu à ça? Ouais, je crois qu'ils arrivent déjà à sensibiliser, c'est impressionnant. Moi, je trouve des choses qui nous rapportent de l'école dès le plus jeune âge. Ah non, c'est pas les bonnes. Et je trouve ça chouette. Que eux aussi aillent dans la démarche, et souvent d'ailleurs, alors moi c'est encore un peu jeune, mais pas mal de parents rapportent ça, qu'en fait mes enfants et avec cette opposition de notre société, quoi, cette schizophrénie de notre société où d'un côté on veut faire plein d'efforts et puis de l'autre côté on fait le tour du monde 2 fois, on vit un peu avec nos contradictions, et je pense que l'environnement est un témoin, et la mesure carbone peut nous permettre ça, c'est-à-dire l'idée c'est pas de se priver de tout, l'idée c'est d'être conscient de ce qu'on s'offre, voilà, et c'est un peu ce sens-là, et donc les sensibiliser, en tout cas c'est pas un effort. Pour moi, ça se fait naturellement, et c'est fluide, et je pense qu'ils deviendront de plus en plus intransigeants avec nous, avec leur propre contrariété, comme on a les propres nôtres, comme leurs propres oppositions de mindset, comme on a les nôtres aujourd'hui. Et puis qui sait, peut-être qu'ils habiteront Nantes, qu'ils lanceront leur boîte dans quelques années dans la même rue que la tienne. C'est ça. Excellent, merci beaucoup Fred pour cet échange. C'était super chouette de te recevoir ici sur Génération Bien Commun. Merci beaucoup, et bravo pour tout ce que vous faites, parce que je pense que c'est cet effet boule de neige que vous entraînez aussi, et c'est chouette de le voir. Écoute, si on peut aider à notre mesure, mais vraiment aussi bravo à toutes les équipes chez toi pour le taf, franchement magnifique, bravo. Merci. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.